Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. Premièrement, risque potentiellement accru d'auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Mais aussi autocontamination si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes, de champignons, de bactéries et d'autres virus. Troisième point, maux de tête et ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Autre point, lésions cutanées faciales avec des dermites irritatives, donc des rougeurs, des boutons, ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Puis tiens, je vais tout balancer. Vas-y, balance tout. Non mais... Tu as le doigt. Parce que les malades qui sont actuellement, je ne nie pas qu'il y en a, il y a des malades qui sont parfois même dans des états graves. Ces malades-là sont dus au masque. Il y a des éléments qui commencent à sortir, moi ça fait un moment que je le dis. Les malades qui sont là actuellement, qui sont des malades ORL, des malades neurologiques, des malades de pneumologie, sont dus au masque. Enfin, regardez autour de vous, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être grand clair. Est-ce que vous pouvez imaginer juste 2 secondes qu'on prend des gens, surtout s'ils sont un petit peu malades à la base, qu'on leur met un morceau de papier sale devant la gueule pendant 8 mois par an, est-ce que vous pouvez imaginer 2 secondes qu'il ne va rien se passer derrière ? Le rôle des médecins n'est pas de dire à la population mettez un masque en plein été quand il fait 30 pour éviter la dissémination du virus. Le masque ne sert à rien quand vous n'êtes pas malade. Non, laissez-le. Non, Abdel Rauf Dafri. Abdel Rauf Dafri. Non, laissez-le. Non, Abdel Rauf Dafri. En tant que médecin qui doit prendre en charge des patients avec une mortalité, je le répète, 20 à 30%, je me sens le devoir au moins de tester le protocole Raoul. Je le teste, j'attaque le lundi, le vendredi, je m'aperçois qu'effectivement, il y a une efficacité. Il n'y a pas que moi qui le dis, les infirmières, les aides-soignantes qui sont elles aussi partie prenante. Mes confrères réanimateurs disent il n'y a plus de passage, beaucoup moins de passages en réanimation, on n'a pas de décès. Voilà, bon. Ce qui m'a étonné, c'est l'acharnement qui s'en est suivi. De l'Institut Pasteur de Dakar nous informait que l'expérience du Sénégal prouvait l'efficacité du traitement du professeur Raoult. Il est, là encore, je vous cite son nom, et il a parlé partout. C'est le budget placebo du Sénégal. Pascal, c'est génial. Il y a une étude. C'est génial. Mais ça vous interpelle pas? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ça vous interpelle pas? Il y a 2 questions. Moi, vous avez un avis? Moi, je dis... Non, je n'ai pas d'avis. Mais vous ne laissez aucune... Mais parce qu'il n'y en a pas, là. C'est comme si vous dites 2 et 2 font 5. Il n'y en a pas, là. Comment un journal comme ça, des reviewers, des éditeurs, ont pris comme étant possible par des inconnus que l'hydroxychloroquine... Non, on n'est pas d'accord. Laissez-moi terminer. Pouvait tuer 10% des gens quand 2 milliards de gens avaient pris ce médicament sans inconvénient. Comment ils ont pu croire ça? Comment, dans le week-end, le ministre et l'OMS a pu valider ça? Ça s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Et quand quelqu'un a une bouffée délirante, vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante? On lui dit, écoutez, vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante, et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante, c'est qu'il est toujours fou. Je trouve aussi que des gens qui ont cru mordicus, quoi qu'il arrive, une étude faite sur quelques dizaines de cas sans groupe témoin, doutaient mordicus, quoi qu'il arrive, d'une étude bidon qui portait sur 96 000 cas et faisait comme dans un match de foot, avait le sentiment en somme que la médaille d'argent recevait la médaille d'or une fois que la médaille d'or avait été disqualifiée. On n'était pas dans la science, on était alors là pour le coup pas dans la petite musique médiatique, c'est la grande musique médiatique, le recouvrement du réel par l'image, par le bordel, par le chaos, par le sentiment que la connaissance commune peut fonder la science, ce qui est un crime, ce qui est un crime pour les gens qui vont manger ça ensuite. Voilà, donc vraiment je parle pardon, j'en perds mes mots, à ce titre-là, il me semble que le mot de charlatanisme, c'est presque une litote en fait, en ce qui concerne Raoult, si vous voulez. Je regarde, c'était des malades de 5 continents. Dans une étude rétrospective sur 5 continents, c'est beaucoup d'argent. Ça demande des moyens considérables. Mais j'ai regardé quand même si les continents étaient comparables. Parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et là, je m'aperçois bizarrement qu'il y avait autant de fumeurs en Afrique qu'en Europe,
autant de diabétiques aux États-Unis qu'en Afrique et en Europe, et ça c'est impossible. Et en fait, lorsque vous faites une étude, vous confiez vos données à une boîte statistique qui fait des statistiques. Bien, cette boîte était fake, était fausse, elle n'existait pas, et donc c'était... Alors la question, et j'espère qu'on le trouvera, et j'espère que la justice américaine ira jusqu'au bout, qui a payé cette étude, qui est derrière. C'est un scandale monstrueux. On a contacté vos détracteurs et on nous a dit Douste Blazy, les laboratoires Servier, tu googles, tu trouves. Ah oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire? Oui, alors ça, je peux vous l'expliquer très très bien. Le laboratoire Servier, c'est deux ou trois choses. La première, c'est que lorsque j'étais chef de clinique, je devais avoir 28 ans, je sais pas, oui, c'est ça, 27, 28 ans. C'est beau. Oui, merci. J'ai été choisi parmi les 30 chefs de clinique en France qui ont fait partie d'un groupe et le laboratoire Servier a décidé de nous offrir une conférence par an par un professeur. Voilà. Et donc, avec le voyage payé à Paris. Est-ce que vous avez été poursuivi par la justice? Non, jamais. Non, mais ça, c'est ce que je dis, c'est totalement légal. Enfin, je veux dire, c'est n'a rien à voir avec la justice. Ça, voilà le rapport que j'ai eu en tant que Servier. Donc, j'ai fait ça 2 ans ou 3 ans. J'ai eu 3 conférences qui ont été données par des gens extraordinaires, et j'ai jamais eu d'argent. Ils m'ont jamais rien payé, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est ressorti, ça. Il y a des gens ça peut sortir sur Google. Bon, très bien. La deuxième chose, c'est que il se trouve que M. Servier donc a eu cette affaire Mediator. Moi, j'ai eu aucun rapport avec... j'ai jamais eu de discussion ni d'argent, de près ou de loin, avec les laboratoires Servier. Pas du tout. Enfin, j'ai jamais travaillé pour eux, j'ai jamais fait de conférences pour eux, j'ai jamais été rémunéré pour eux, j'ai pas fait d'études cliniques pour des médicaments Servier, ça m'est jamais arrivé. Mais ce qui était marqué, c'est que lorsqu'il y a eu des perquisitions dans le bureau de M. Servier, il mettait des notes à tout le monde. Il disait, mais M. Douste Blazy est très bien, ou c'est un ami, je ne sais pas, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, c'est sorti de la presse, ça, en disant, mais pourquoi il dit ça? Et donc, j'ai été amené à m'expliquer sur ça au moment de la grande enquête Servier. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais M. Douste Blazy, très bien, parfait. Tout le monde a compris que j'étais pour rien, quoi. Enfin, ni de près ni de loin, j'étais dans cette affaire du Mediator. En période d'incertitude, l'information négative est prise avec avidité par les gens, parce qu'on ne peut pas risquer de ne pas prendre en considération une information négative. Si on vous dit des choses positives, eh bien, il y a un risque beaucoup plus grand de croire la positivité. Et donc, des gens qui balancent finalement sur les plateaux des choses très négatives gagnent à tous les coups. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on continue à les voir. Aujourd'hui encore, il y a les mêmes personnes qui nous prévoyaient 500 000 morts qui sont toujours en place. Ils sont indéboulonnables, ils ont beau s'être trompés sur toute la ligne depuis le début, ils sont toujours là. Si quelqu'un avait dit quelque chose de positif et que l'épidémie était réellement arrivée, cette personne serait vouée aux gémonies et ce serait discrédité totalement. Là, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais discrédités. On ne leur dit plus rien. Donc, si vous voulez, ils ont tout à gagner à être dans cette posture-là. Par contre, je comprends vraiment pas ce que vous dites. Des fois, c'est incompréhensible. Je suis désolé. Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Sur les plateaux, certains épidémiologistes continuent de prophétiser le pire, mais avec le sourire. Quelques clics plus loin, on découvre très vite que cet épidémiologiste est avant tout un homme d'affaires. En 2013, le jeune homme monte une start-up financée en grande partie par l'industrie pharmaceutique, dont le géant Gilead. Martin Blanchier se défend d'être en conflit d'intérêts. Il n'est pas un médecin prescripteur de molécules, dit-il. C'est vrai, c'est juste un homme d'affaires chargé par l'OMS de trouver un médoc à vendre à la communauté internationale pour combattre la Covid. Il est donc l'intermédiaire entre les médecins prescripteurs de molécules
et l'industrie pharmaceutique. À quel titre intervient-il sur les plateaux TV? Toute la question est là. Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Alors, c'est peut-être de la diffamation, méfiez-vous si je pose cette question-là. Il y a quelqu'un qui nous marque, c'est pas une casserole la pédophilie? Point d'interrogation. Ça c'est la diffamation. C'est ça. Oui, ça veut dire que si il y a ça, ça veut dire qu'il faut me donner, si vous me permettez, l'adresse email de cette personne, et elle aura demain un avocat qui en pénal ira le chercher personnellement. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne laisserai jamais passer de ma vie. Je suis médecin en plus, et donc vous comprenez. Donc ça, vous allez me le donner, s'il vous plaît, hein, monsieur. Je vous le demande parce que sinon je quitterai tout de suite cette émission. Vous me le donnerez? Si vous arrivez à trouver leur IP, je vous laisserai avoir accès à ce qu'on peut vous donner. Très bien. Une question... Ah non, vous m'avez dit à ce que vous pourrez me donner. Moi, je veux vraiment avoir... ça, je vais jusqu'au bout, là, de ce genre de choses. Je ne laisserai jamais quelqu'un... Pourquoi on dit ça? Pourquoi il y a certains qui disent ça? Ah non, parce que pourquoi on le dit de vous, pourquoi on le dit de moi, je ne sais pas. Mais ça, je trouve ça terrible. Parce que quelqu'un puisse dire ça, c'est immédiatement le pénal. Et j'espère, plus que ça, que ça sera la condamnation la plus dure possible. Et je ne laisserai jamais personne dire ça. Jamais. Je suis tristement arrivé à la conclusion que le gouvernement n'est pas mon ami et que les conseillers du gouvernement ne sont pas honnêtes. C'est triste d'en arriver là. Peut-être on pourrait leur dire de se réveiller enfin. Mais je crains que les personnes qui décident du scénario que nous allons devoir suivre et que nous serons obligés de suivre sont déjà en avance de 3 ou 4 coups sur moi. Nous sommes et vous êtes des acteurs du monde qui changera en fonction de ce que vous allez décider. Et le monde de 2030, il sera très largement ce que vous en ferez en fonction de ce que vous aurez perçu, pensé de ce qu'il va devenir. Il n'empêche qu'il est quand même extrêmement important d'essayer de comprendre ce qui peut devenir, d'essayer de voir quelles sont les hypothèses les plus probables, les changements les plus vraisemblables, les pièges les plus certains, pour essayer à la fois de les éviter, d'en tirer parti, et pour avoir, si possible, 1 ou 2 coups d'avance sur les événements pour tenter de les orienter. En 2009, dans l'hebdomadaire L'Express, curieusement, cet énarque tire les leçons de la crise du H1N1. Une crise sans aucune gravité, mais là encore qui a dû le traumatiser, car voilà ce qu'il écrit. Il ne faudra pas oublier d'en tirer des leçons pour qu'avant la prochaine, inévitable, on puisse mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et une fiscalité mondiale, afin d'avoir les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. Les sénateurs, qui n'ont rien de prophète, vont jusqu'à dénoncer une fausse pandémie en 2009. L'OMS soupçonnait au mieux d'avoir surestimé le risque, au pire d'avoir inventé une pandémie. Et quand on est face à une fausse pandémie, comment peut-on souhaiter pour la suivante avoir des mesures encore plus renforcées, encore plus délirantes? Pourquoi un raisonnement qui défie toute intelligence? De qui se moque ce polytechnicien? Doit-on comprendre que c'est par la santé que pourra se mettre en place un gouvernement mondial? Il y avait Attali le prophète, on découvre Attali le comploteur. Qui est cet homme qui revendique avec fierté la formation de ce président que personne n'attendait? Élu avec 24% des voix et qui aura vu sur sa route les Gilets jaunes, Notre-Dame de Paris en feu et un confinement unique dans l'histoire de l'humanité et qui en France était en préparation dès le 5 décembre devant l'Assemblée nationale avec les prémices de la loi Amiel censée donner un cadre juridique à cette situation exceptionnelle. Alors, comme sur la première question, le fait américain a été préempté et que pour ma part je suis un optimiste, je dirais que le fait marquant de l'année 2013, ça a été l'accomplissement du sauvetage de la zone euro et l'union bancaire. Non, enfin, vous dites n'importe quoi. Je crois que je vais m'en aller. Cette conversion n'a aucun intérêt. Ah oui? Mais oui, parce que il a raison. je m'ennuie et je m'en vais, franchement. Maintenant, j'en ai. Il a raison. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait après cette crise, Laurent? Et s'il y a un message que je veux vous laisser aujourd'hui, basé sur mon expérience, et vous le verrez dans un instant, c'est qu'il ne fait aucun doute qu'il y aura un défi pour l'administration à venir dans le domaine des maladies infectieuses. Une maladie infectieuse chronique, au sens de maladie déjà en cours, et nous en avons certainement un lourd fardeau.
Mais il y aura aussi une épidémie surprise. Donc je trouve ce monsieur assez détestable et il me rappelle un autre personnage dans son esprit, c'était Raël. Il y avait des Raéliens qui régulièrement venaient me voir en me disant « Oh mais vous dites des choses qui plaisent beaucoup à Raël, vous êtes tout à fait semblable » et un jour j'ai été nommé prêtre honoraire par ce monsieur. La presse intéresse les philanthropes milliardaires. La fondation Bill et Melinda Gates a été généreuse pour elle, surtout ces 2 dernières années. 250 millions de dollars au total distribués à des dizaines de médias, dont le journal Le Monde, qui a vu sa dotation augmenter en 2019 et 2020 avec un don de plus de 2 millions d'euros. En 2016 et 2017, le journal recevait un chèque de 516 000 euros et de 680 000 euros pour 2017. Et en temps de guerre, l'État n'oublie pas son allié principal. Petit clin d'œil du gouvernement avec un chèque bien signé à destination des 66 millions de Français qui pourront continuer d'écouter les mêmes infos. D'abord, je suis scandalisé par ce que j'écoute là, et je suis scandalisé par tout ce qu'il y a, ou presque tout. Vous l'avez vu ce film maintenant ? Oui, je l'ai vu cette nuit. Parce que, alors, je vais vous lire, moi, le mail que j'ai reçu le 17 septembre. Monsieur le ministre, un producteur reconnu et apprécié qui fait 250 émissions sur France Télévisions vient de me rejoindre. Nous voulons faire un film inattaquable. 20 personnalités du monde entier vont y participer, des Américains, des Danois, des Italiens, etc., des Français. Et donc, quand j'ai vu France Télévisions, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est comme si je voyais, vous êtes bien passé pour le savoir, RTL ou autre. Bon. Et donc, sauf que si moi je vous envoie un mail en parlant de France Télévisions, vous pouvez vous dire j'engage un peu France Télévisions puisque j'y travaille. Oui, non, mais c'est si ça. Si c'est Monsieur Tartampion qui vous envoie ça, c'est un peu léger. Non, mais enfin, sauf que je me suis renseigné, ce producteur a fait 250 émissions de sur France Télévisions, mais c'est pas Monsieur Cossé. Donc, si vous voulez, du coup, je l'ai fait. Donc, j'ai regardé ce film, j'ai été interviewé pendant à peu près 1 heure. On vous voit à peu près 2 fois 30 secondes. Hein. C'est ça, voilà. Ouais. Et sur 2h41. Et on entend, par exemple, moi j'ai travaillé, comme vous le savez, avec Bill Gates pendant très longtemps sur les conséquences sanitaires de la pauvreté. On entend que Bill Gates serait très heureux de pouvoir... en fait, cette pandémie serait l'occasion de gagner beaucoup d'argent pour lui. Que cette pandémie, elle était prévue depuis 4-5 ans. Mais vous comprenez que votre présence d'ancien ministre de la Santé, d'ancien numéro 2 de l'ONU avec le sida, valide ces thèses en quelque sorte. Bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle vous êtes piégé. Oui, bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle je suis ici. Je viens de vous lire cette thèse. Je l'ai fait, je dirais, de bonne foi, bien sûr, au départ, comme j'ai décidé au début, et j'aurais pu très bien ne pas le faire en effet, depuis le début de cette crise, depuis le 1er février, vous l'avez remarqué, je donne mon avis sur la manière et la stratégie qu'il faudrait faire de santé publique. Je suis un enseignant de santé publique et d'épidémiologie, et je donne sans polémique, je viens d'écrire un livre sans polémique d'ailleurs, sur ces sujets-là. Et parce que la santé publique et le dépistage, l'isolement, je viens de le redire, est très important pour moi. Et j'ai pensé, et d'ailleurs dans ce film, si vous l'avez vu, je parle justement de sujets que j'aborde en permanence. Vous parlez d'hydroxychloroquine et vous parlez du Lancet qui a été publié, etc., et qui a été retiré. C'est ça, mais si qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle va être votre réponse, Philippe Douste-Blazy ? Ma réponse d'abord, c'est de ne pas en parler, de me désolidariser totalement. Mais vous demandez à être retiré du film ? Oui, bien sûr. Avec un groupe de personnes très actives dans le monde entier, des experts de différents domaines, on était allé à l'ONU, on avait rencontré des rapporteurs spéciaux, on est allé 2 années de suite, et un rapporteur spécial un jour nous a dit, mais vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande cause de corruption sur la planète, même avant les bâtiments travaux publics, parce qu'un médicament, ça coûte pas forcément très cher à fabriquer, bon, ils peuvent se planter, ils peuvent perdre quelques millions sur le développement d'un produit, mais une fois que le produit marche et lancé, après, les chaînes de production baissent les coûts et ils peuvent le fabriquer pour $5 et vous le vendent à 500 ou $800. Ça dépend des produits. Mais donc, les marges peuvent être colossales. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Je ne saurais évidemment soutenir ce genre de sottise chez ce monsieur. Donc, il n'y aura pas de résultat magique. Nous avons aujourd'hui 30% des enfants français qui quittent l'école sans savoir lire et résumer un texte simple de 5 lignes. Et cela ne va pas beaucoup s'arranger. Je vous rappelle qu'à l'échelle mondiale, il n'y a aucune expérimentation scolaire qui ait démontré une réduction significative des inégalités intellectuelles, ce qui est un élément essentiel pour la maîtrise de l'intelligence artificielle. La seule étude qui ait montré une vraie réduction des inégalités intellectuelles par l'école, c'est le programme lancé par Bush, No Child Left Behind, qui a montré de très beaux résultats. Les responsables du programme sont en pénitencier d'État pour 20 ans. Ils ont tout bidouillé.
Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de technologie pour réduire les inégalités intellectuelles significatives, et c'est un vrai problème dans une économie de la connaissance. Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs, et que dans la balance bénéfice-risque, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid, et même bien plus. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fous. Alors, c'est pas politiquement correct et il n'est peut-être pas raisonnable de dire ça au Sénat, mais Plomine en Angleterre a montré que 64% des différences de maîtrise de la lecture sont d'origine génétique et ne sont pas d'origine culturelle et environnementale comme on le pensait jusqu'à maintenant. J'ai envie de dire aux gens, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que vous ne saviez pas? En 1945, c'était possible, bien que j'ai 2 grands-mères qui savaient parfaitement ce qu'on faisait des Juifs quand on les mettait dans des trains. Elles ne disposaient pas de l'information dont on peut disposer aujourd'hui. Donc nos enfants ne nous croiront pas. Et nos enfants seront en droit de nous poser la question pourquoi on ne les a pas défendus. On a développé des concepts tous plus foireux les uns que les autres. Tous codeurs, en imaginant qu'on allait permettre à tous les enfants d'apprendre le Python, alors qu'il y a à peu près un enfant sur 4 ou un enfant sur 5 qui est capable de faire du codage informatique. Donc le slogan « tous codeurs » est aussi débile que « tous astrophysiciens » ou « tous pilotes d'Airbus » ou tous chirurgiens. C'est totalement irréaliste. Il n'y aura pas de transformation des gamins par la magie du code informatique et par la magie du codage informatique. Nous allons devoir nous heurter à une réalité qui est que l'école est une technologie aujourd'hui qui ne marche pas bien, la formation non plus, que nous investissons peu dans la recherche en éducation, de manière à trouver des méthodes éducatives qui permettent de réduire les inégalités intellectuelles pour éviter d'avoir demain une fracture sociale grandissante. Sortir du déni sur ces sujets est indispensable parce qu'il va falloir énormément investir en recherche en pédagogie pour faire de minuscules progrès. On a parlé de Google, on parle donc d'Eric Schmidt, qui est son dirigeant. On a parlé donc de Twitter et maintenant de Square avec son dirigeant. On les retrouve étonnamment dans un institut, et cet institut s'appelle l'Institut Berggruen. Bienvenue dans un monde rêvé, qui veut changer le monde, mais surtout qui veut transformer l'humain. Avec de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie, un monde d'après en quelque sorte. Les démocraties sont donc appelées à disparaître. Je vous présente les candidats à cette transformation. Là où ça devient vraiment embêtant, c'est quand le socle éthique, le socle moral, le socle de débat public est confisqué, avec cette notion qu'il y a des gens qui peuvent y réfléchir et d'autres qui vont le subir. Le problème vient quand une élite considère que vous n'avez plus suffisamment le niveau pour accéder à cette connaissance. C'est un vrai sujet, ça.
C'est un vrai problème. Cette façon qu'il a en plus de prendre les gens de haut, mais c'est autre chose. Vous pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous pouvez pas comprendre. Mais c'est pas autre chose. C'est autre chose, Raphaël Pascal. Vous pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Qu'est-ce que c'est que ces manières de vendre de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre, tout en expliquant à quelqu'un qui pose une question de bon sens qu'il peut pas comprendre. Je veux dire, c'est insensé. Le gouvernement de Raoult, c'est-à-dire depuis quelques semaines, on marche sur la tête, on est fou. La seule question qui vaille, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cette surenchère de mesures expérimentales testées pour la première fois, confinement d'une population saine, jamais fait auparavant, port du masque généralisé à des personnes en bonne santé, jamais fait auparavant, port du masque fait à l'extérieur, jamais fait auparavant, accélération d'une procédure de mise au point vaccinale sautant les phases 3 qui n'avaient jamais été faites auparavant. Donc ça doit nécessairement nous interpeller. Oui, je crois que des systèmes tels que la démocratie ou le libéralisme du marché, fondés sur l'humanisme, sur le libre arbitre, sur l'authenticité humaine et sur la puissance de l'homme, seront obsolètes et seront remplacés par des systèmes économiques et politiques très différents. Comme je viens d'Israël, pas des États-Unis ni d'Europe occidentale, peut-être que mon point de vue sur les conditions actuelles du monde est unique, parce que d'un côté, je suis très conscient des grands progrès de la technologie. En même temps, je suis très conscient, parce que je vis au Moyen-Orient, de la puissance extrême que la religion, les mythologies, les idéologies et les fictions, cette puissance, cette emprise sur l'humanité. Ce n'est jamais la technologie elle-même qui modifie le monde. C'est la relation entre, d'une part, la technologie et la science, et les mythologies, les religions, l'imagination, qui modèlent le monde. Aujourd'hui, la science est devenue, et en particulier la science biomédicale, est devenue une religion, où il y a des apostats, où il y a, des inquisitions, mais on est dans le même truc, où les gens vont défendre mordicus des idées qui sont des dogmes qu'ils ne maîtrisent même pas. Et on est complètement là-dedans. Et par définition, une religion, c'est quelque chose dont on ne remet pas en cause les principes. Et aujourd'hui, il est impossible de douter de ce qu'on appelle le consensus scientifique. Je ne sais pas ce que ça veut dire un consensus scientifique. Moi, ce que je sais, ce qui existe, c'est la réalité. Et quand il y a un consensus scientifique, mais qui ne se traduit pas dans la réalité, pour moi, on est dans l'illusion. Je me fiche qu'il ait des diplômes, je me fiche de son CV. Je n'aime pas cette façon, je n'aime pas le discrédit jeté sur les gens qui travaillent, j'aime pas la façon dont il parle aux journalistes, j'aime pas la façon dont il rompt le consensus scientifique autour d'une éthique de l'objectivité, j'aime pas la façon dont il brandit Feyerabend, qu'il a à peine lu manifestement à l'appui de sa propre thèse. Je n'aime rien de tout ça, je n'aime pas ses méthodes. Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Et puis, nous, on a surtout des témoignages de soignants, d'infirmières qui nous ont dit il fallait coder Covid, des choses qui n'étaient pas Covid. On a une incitation aujourd'hui à déclarer Covid, incitation financière. Donc, quand vous avez une consultation de médecin à 25 € théoriquement et que vous pouvez facturer 55 €, ne serait-ce que si vous mettez que c'est une consultation Covid. Donc ça, vous avez ce premier point. Et puis, si vous regardez la facturation hospitalière, si vous cotez Covid, vous pouvez passer de, en gros, 1 000 € à 4 000 € le séjour. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements aujourd'hui. C'est une vidéo qui enflamme les réseaux sociaux et cumule des millions de vues. Hold Up, une critique censée démontrer les mensonges sur la Covid-19, propagée par le gouvernement, l'industrie pharmaceutique ou les médias. Un film aux nombreuses contre-vérités. Certains faits sont réels, mais l'argumentaire déroule au moins une trentaine de fausses informations. Par exemple, cette phrase. La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque. C'est faux, la position de l'OMS a évolué depuis juin, voilà ce qu'elle dit. L'OMS conseille désormais aux autorités, pour prévenir efficacement la transmission de la Covid-19, d'encourager le port du masque par le grand public. Autre infox cette fois, sur l'origine du virus. Finalement, il n'est pas dangereux ce virus, il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, parce qu'on a foutu les saloperies, mais c'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir. Par qui a été fabriqué ?
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, un brevet bien exhibé, daté de 2003, au nom de l'Institut Pasteur. Mais là encore, c'est faux. Le brevet ne concerne pas le virus du Covid-19, mais un autre coronavirus. Et surtout, l'Institut n'invente pas de nouveaux virus. Le brevet d'invention, c'est un terme technique. C'est donc protéger un procédé, une façon de faire un test diagnostic, un traitement. Ça ne veut pas dire qu'on a inventé le virus. On peut modéliser... Un internaute ayant relayé cette affirmation a d'ailleurs été condamné pour diffamation. Donc ça, c'est un brevet qui date de quand? Il a été déposé en 2003. Quand vous déposez un brevet en 2003, avec 158 insertions, c'est un boulot qui dure, c'est le travail de 10 ans au moins. Et donc, ils avaient commencé dans les années 90. Ensuite, en 2011, ils ont pris un brevet, que vous allez voir, et de SARS-CoV-1, ils sont passés à SARS-CoV-2, c'est exactement la même chose. Voilà le brevet. Voilà. Il n'y a pas une manipulation, puisque c'est la même chose. C'est une continuation du brevet de 2003. Il y a quelques jours, on a découvert qu'on avait pris un brevet sur les tests Covid-19, les tests pour détecter la maladie Covid-19, le 13 octobre 2015. Donc ils connaissaient le virus, ils connaissaient la maladie. Alors, quelle est la recette de ce succès? Le film est financé via une cagnotte en ligne, montant récolté près de 200 000 €. Il reprend tous les codes d'un documentaire. Problème, il n'y a aucune contradiction. Une astuce prisée des complotistes. Cela s'appelle le millefeuille argumentatif. C'est l'idée qu'on va superposer des arguments qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais en les superposant, on va donner une espèce d'impression de cohérence qui va avoir un impact sur nous et qui va donner l'impression que finalement tout ça se tient, qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'à la fin, tout ça est crédible. C'est terrifiant, mais ça marche comme ça. Des arguments portés par des experts, parfois sujets à caution. Hold Up enchaîne des entretiens d'élus, de scientifiques, de médecins, dont certains contestés dans leur domaine. Depuis mars, ils profitent de la peur du virus, de l'incertitude, pour propager leur thèse, sans jamais être inquiétés. Ils n'ont jamais à rendre le moindre compte. Ils sont dans une irresponsabilité totale et je pense qu'il faudrait rééquilibrer, peut-être par la loi, les choses. Face à la polémique, plusieurs participants au film affirment avoir été piégés. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, ou Monique Pinson-Charlot, sociologue. Dans la vidéo, elle comparait l'épidémie au génocide de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Aux États-Unis et en Europe, vous dites que le sucre, il tue plus que le canon et les armes. Beaucoup plus. Le sucre à travers la planète, de nos jours, est beaucoup plus mortel que la poudre des armes. Oui, je ne sais pas au bout des doigts, mais le terrorisme a tué peut-être de quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes chaque année. Le diabète en tue plus d'1 million. L'obésité et les autres maladies de cet ordre en tuent encore davantage. C'est un fait social total ce qu'on est en train de vivre. Moi, je pourrais peut-être choquer votre caméra si je dis ça, mais pour moi, on est dans la 3e guerre mondiale. On est dans la 3e guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la 2e, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie sur la planète. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec les robots, honnêtement, ils n'ont pas besoin de toutes ces bouches qui ont soif et qui ont faim. Ces propos sont aussi ahurissants qu'inquiétants. Ils sont abjects, ils sont absolument abjects. C'est une honte, c'est absolument scandaleux. Et ça, c'est mélangé. Donc, elle va intervenir entre éventuellement Montagnier, Douste-Blazy, qui intervient également. Et tout ça est mélangé dans une sorte de grande soupe complotiste. Et ce passage-là est scandaleux, mais il y en a plein d'autres. En revanche, je suis extraordinairement choquée, bouleversée, émue par rapport au fait que on nous traite, que je suis traitée de complotiste. C'est
très grave. Il n'y a qu'à lire la théorie des complots de Michael Mussolino pour les nuls et de comprendre ce qu'il y a derrière le mot complot. La dernière fois que des gens se sont fait accuser de complot, c'était en 1946. C'était au procès de Nuremberg. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour moi d'être traité de complotiste. C'est au-delà de l'ignominie, c'est au-delà de la diffamation. C'est juste intolérable d'employer ce mot sans connaître l'histoire. Donc effectivement, en plus, en l'occurrence, c'est un sujet un peu personnel au niveau de mes ancêtres qui se sont battus pour justement défaire toutes ces ignominies. Alors cet amalgame est juste insupportable. Donc déjà, ça me semble vraiment ne prononcer plus ce mot devant moi. Il y a une folie proprement moderne de la rationalité. Elle s'exprime dans le négationnisme. Le négationnisme, c'est de dire les nazis, rationnellement, ne pouvaient pas supprimer une force de travail dont ils avaient besoin. Donc ils ne l'ont pas fait. Et là, c'est une autre folie de la raison qui est aveugle, c'est-à-dire il n'y a pas de contingence, tout ce qui arrive doit être explicable, ni n'est rationné, rien n'est sans raison, et donc rien n'est sans coupable. Et donc on cherche le coupable. Voilà, c'est-à-dire il y a un coupable, il y a quelque chose derrière. Et c'est vrai, c'est du complotisme. Mais ce qui fait peur, c'est que c'est pas complètement régressif. C'est pas la superstition. C'est pas l'ignorance qui alimente ce complotisme. C'est une sorte de pathologie de l'intelligence. Depuis 30 ans, un médecin et chercheur danois enquête et alerte sur les méthodes de l'industrie pharmaceutique. Son livre ne laisse que peu de place au doute. Nos drogues ont tué autour de 200 000 personnes en Amérique tous les ans. Et la moitié de ces personnes sont mortes alors qu'elles faisaient ce que leur médecin leur avait dit. Ils sont morts des effets secondaires. L'autre moitié est morte à cause des erreurs. Et ce sont parfois les médecins qui font ces erreurs parce que n'importe quelle drogue vient avec 20, 30 ou 40 contre-indications et précautions. Aucun docteur du monde ne connaît toute la liste. Quand mon livre sur le crime organisé est sorti, ils ont menti dessus, comme ils le font à chaque fois. Que mes exemples étaient vieux, qu'ils dataient de 90 ans et tout ça. Mais vous savez, quand j'ai montré ce que les 10 plus grandes entreprises faisaient, ces crimes organisés, ces exemples venaient des 10 à 50 dernières années. Les crimes ont augmenté car quand le crime paie, vous avez plus de crimes. C'est comme ça que la capitalisation fonctionne. Mais ce que les Français disent finalement, c'est qu'ils n'ont absolument pas confiance dans ces laboratoires et dans le gouvernement. Qu'importe, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus confiance. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur le vaccin. Pardon, Amine, juste rapidement. Il y a une étude qui a été faite et qui montrait que le vaccin, ça dépend, pour les gens, ça dépend d'où il vient. Du point de vue d'un Français, on leur a demandé s'il est européen ce vaccin. Taux d'acceptation correct, plus de 50%. S'il est américain, ça descend déjà en dessous de 50%. S'il est chinois ou russe, alors là, on tombe à 0. Après, il y a aussi ce vieux débat en France, cette vieille défiance qu'on a contre la vaccination. Alors, je faisais un peu de provoque en parlant de l'hydroxychloroquine, parce que ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont soutenu l'hydroxychloroquine, dont on n'avait pas la preuve formelle de l'efficacité. Et puis, de l'autre côté, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, je veux pas le vaccin parce que ils n'ont pas été suffisamment testés. Donc, il y a ça s'entend. Bien sûr, ça s'entend. Mais il y a ce paradoxe-là. Et là, c'est vrai, on le sait aujourd'hui, et il y a des économistes qui l'écrivent. L'Institut Montaigne l'a dit l'autre jour, l'une des conditions de la reprise économique, ce sera un plan de vaccination. Alors là, il y a un énorme travail de pédagogie. Le problème, c'est que si c'est le gouvernement actuel qui le mène, vu l'état de niveau de défiance et l'impression générale qu'on a que la crise, elle a été quand même assez moyennement gérée, c'est pas sûr que ça... Il y a aussi des délires autour de la vaccination. Oui, Le test PCR a été dévoyé. Une des choses qui va de pair avec cela est un nombre inconnu mais probablement assez élevé de tests positifs qui sont faux. À chaque fois que le gouvernement arrivait dans une ville avec leur bus et tout leur matériel de test, on se disait « Oh non, ils vont mettre la ville en quarantaine ».
Je sais de source sûre que le taux de faux positifs est 20 fois plus élevé. Je pense qu'en Grande-Bretagne, 95% des échantillons positifs répertoriés dans les médias et annoncés au peuple britannique pendant 4 mois étaient de faux positifs. Ils ont inventé ça pour nous maintenir effrayés. Pourquoi ils feraient ça ? Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. Je n'aime pas penser à une sorte de conspiration, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu peux pas te tromper à ce point-là pendant si longtemps si tu n'en as pas l'intention. Alors, vous avez Juliette Binoche. Juliette Binoche, c'est quelqu'un que les Français aiment beaucoup. Elle écrit « Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains, depuis longtemps. Ils manipulent. Les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G. » Oui, bon, après, Juliette Binoche, elle n'est pas médecin. Elle n'est pas médecin, mais c'est une personnalité. C'est des gens qui ont une audience. Quand elle poste un message, il y a des centaines de milliers de jeunes, notamment de moins jeunes, qui écoutent. Et donc, lorsque vous avez ces délires sur la vaccination qui sont totalement déraisonnables, lorsqu'on remet... On ne peut pas se poser la question juste de savoir si... Bien sûr qu'on peut se poser la question. Si ce vaccin a peut-être fait un peu de façon hâtive. On est d'accord, Samis Faxi, on a le droit de se poser la question et personne ne va dire aux Français d'aller se ruer le matin même de la mise à disposition du vaccin. D'abord, on n'y aura pas accès puisque ce sont d'abord les personnels soignants, puis les personnes à risque. Donc il y a déjà 5-6 millions de Français qui vont d'abord être prioritaires. Mais entre avoir un questionnement raisonnable sur l'efficacité d'un vaccin et tomber dans les délires comme on l'a vu avec ce documentaire là de 2 heures qui circule depuis hier, Hold Up, c'est consternant. Vous vous rendez compte des ravages que ça fait auprès de populations. Avec un ancien ministre de la Santé d'ailleurs qui a dit qu'il a été manipulé par le producteur. Vous comprenez ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que déjà ils sont capables de tracer les activités corporelles et ensuite d'affecter la monnaie en fonction du fait des critères corporels qui auront été prédéterminés pour générer la monnaie. C'est-à-dire que là, on arrive à un contrôle total de l'individu, selon lequel, écoutez, si vous allez à tel endroit qui est interdit, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Si vous ne pratiquez pas tel exercice physique ou vous abstenez ou au contraire pratiquez tel exercice physique qu'il ne faut pas, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Tout va être, si vous voulez, robotisé. L'affectation monétaire va être robotisée en fonction de critères qui seront déterminés par ces entreprises qui contrôlent les données personnels qui circuleront de façon dématérialisée. Donc là, on arrive quand même dans un système de contrôle intégral où je dois dire que la liberté va devenir un lointain souvenir et les individus n'auront plus la capacité d'autodétermination, non pas au niveau des États, puisque ça a disparu depuis longtemps, mais au niveau individuel et personnel. Quel métier je choisis ? Algorithme. Quel homme ou quelle femme j'épouse ? Algorithme. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est à la fois mon meilleur rival et mon meilleur allié. Ou j'ai envie de dire mon meilleur allié et mon meilleur ennemi. Oui, ça va dans les deux sens. Il y a un potentiel énorme. Ça peut apporter des avantages à l'humanité, mais aussi de grands risques. On pourrait réduire les accidents de la circulation. Il y a 1,3 million de personnes qui meurent chaque année sur les routes. C'est 3 fois plus que de morts par la violence. Et l'alcool, par exemple, pousse beaucoup de gens dans des accidents. Donc le passage à la conduite automatique sera un avantage énorme. En même temps, les mêmes technologies peuvent aboutir à la création d'une dictature numérique. Mais moi, je l'ai constaté. Je suis ami avec un médecin qui s'occupe de 3 EHPAD, et en fait, les hôpitaux de proximité, c'était dans l'Oise, on ne transportait pas les personnes âgées, vous savez, là, dans les EHPAD, c'est 80 ans et au-delà. Et donc, on a refusé, dans les hôpitaux de proximité, qui n'étaient pas submergés, de transporter ces malades en réanimation. Hein. Et personnellement, j'ai bien connu cette affaire avec ma mère en EHPAD sur sa fin de vie. Heureusement qu'elle a pu, elle, aller en réanimation. Elle a fait 2 ou 3 septicémies dans l'année et elle s'en est parfaitement sortie à 90 ans. Hein. Donc là, non seulement on ne les a pas emmenés en réanimation, mais on leur a préparé la seringue de Rivotril avec un arrêté à la clé pour les achever complètement
alors qu'ils étaient déjà en détresse respiratoire. Nouveaux moyens, tous ces nouveaux moyens. Ça a commencé, que les technologies se développent, et à cause d'elles, la majorité, et alors là on entre dans l'effrayant, la majorité des hommes et des femmes pourraient perdre à terme leur valeur économique et sociale. C'est-à-dire, ils ne serviraient plus à rien. Et dans une interview, vous avez dit, le risque est grand de voir apparaître une nouvelle classe sociale, les inutiles, des gens qui ne servent plus à rien. D'abord, c'est peut-être possible, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on ferait d'eux dans ces cas-là? Ça, c'est la question sociale et politique la plus importante du XXe siècle. De la même manière qu'au XIXe siècle, la révolution industrielle a créé une nouvelle classe, le prolétariat. Pendant la plus grande partie de l'histoire du siècle qui a suivi, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire du prolétariat. Au cours du XXIe siècle, cette nouvelle révolution crée une nouvelle classe de personnes inutiles, non pas du point de vue de leurs parents ou de leurs enfants, mais du point de vue des systèmes économiques, sociaux et politiques. Nous n'avons pas de modèle, nous ne savons pas comment faire. Le socialisme, par exemple, n'est plus pertinent, car le socialisme parle de gens qui sont exploités par le système. Il s'agit de libérer les gens. Oui, mais ce qui se passe actuellement, ce n'est pas que les gens soient exploités par le système. C'est quelque chose de bien pire que l'exploitation. C'est la perte de la pertinence. Cette nouvelle classe ne sera pas exploitée, elle sera sans pertinence. Il est beaucoup plus difficile de résister au manque de pertinence qu'à l'exploitation. Les classes supérieures ne vont pas vous exploiter, elles n'auront plus besoin de vous. Regardez. La concentration aujourd'hui des cerveaux dans les métropoles est alarmante. L'augmentation des écarts de revenus entre ceux qui maîtrisent bien la nouvelle économie et ceux qui ne la maîtrisent pas est également alarmante. Et je vous rappelle que chez les géants de l'intelligence artificielle, les très bons développeurs, les excellents cadres, touchent maintenant jusqu'à 2 millions de dollars par mois. Il y a une captation énorme des cerveaux par les géants de l'intelligence artificielle. Donc, au final, notre carte de crédit et notre téléphone mobile, c'est un sujet extrêmement important. Si jamais l'argent liquide disparaissait au niveau mondial et que le téléphone mobile était le simple élément de paiement, on basculerait dans un autre monde qui serait le monde de la donnée. Et vous l'appelez la révolution qui nous menace ou qui nous arrive, le dataïsme, la révolution du dataïsme. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle puissance planétaire quelque part qui va tout connaître de moi. Par exemple, les ordinateurs vont tout savoir de moi, de mes proches, de mes ambitions, de mes défauts. La maîtrise de ma propre vie, elle va m'échapper. En effet, si on peut recueillir suffisamment de données sur la personne et si on a suffisamment de capacité de calcul, on peut mieux comprendre cette personne qu'elle ne se comprend elle-même. Et de plus en plus de décisions ne seront plus prises par l'intéressé, mais par le système, l'algorithme. Et on voit ça se produire avec des petites choses. Par exemple, désormais, les gens font davantage confiance aux smartphones pour prendre des décisions à leur place. On essaie de naviguer à travers la ville, on arrive à un croisement et on a l'impression qu'il faudrait tourner à droite, mais le smartphone vous dit non, il faut tourner à gauche. Et on apprend à avoir davantage confiance dans l'algorithme du smartphone. Ainsi, les gens perdent de la capacité de prendre des décisions. Ils ne connaissent pas la ville, ils suivent le smartphone. La même chose va se produire concernant des décisions sur l'enseignement, le travail, le mariage. On va de plus en plus avoir confiance dans ces algorithmes qui nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Mais le monde de la donnée pose un problème, qui est un problème de l'intimité de l'être humain et de sa liberté absolue et de son libre arbitre. Cette idée du libre arbitre, de plus en plus, on voit que c'est un mythe. Il n'y a pas de libre arbitre. Pendant des milliers d'années, certes, les philosophes
se demander s'il y avait un libre arbitre. Mais désormais, nous avons la technologie, les outils qui permettent de déchiffrer la prise de décision humaine, prévoir, manipuler et déterminer les hommes. La grande idée qui excite ou fait peur aux gens à travers la planète, c'est si on a assez de données et de capacités de calcul, on peut mettre au point un algorithme, on peut élaborer un système qui comprend les hommes mieux que les gens ne se comprennent eux-mêmes, qui peut prévoir, comprendre et manipuler nos désirs, nos émotions. Et une fois que ça sera en place, et on en est très proche, l'autorité se déplacera des hommes vers ces algorithmes. Les institutions bâties sur le libre arbitre, telles que les élections démocratiques et le libéralisme, vont s'écrouler, sont remplacés par des systèmes très différents. Ce téléphone mobile, quand vous le portez dans la poche et que vous payez avec, que vous auriez tendance à payer avec, évidemment, contient d'autres capteurs. Et parmi les autres capteurs, il a une petite puce Bluetooth. Et Bluetooth, c'est ce qui a été exploité dans l'application Stop Covid. C'est un sujet qui est fondamental parce que pendant la phase Covid, au mois de mai de cette année, certaines personnes, ce n'est pas tout le monde, d'après l'enquête que l'on a pu mener, ont reçu sur leur téléphone Android le suivi de leur activité. Google avait suivi leur activité et leur faisait un rapport de contrôle. Mais Google n'est pas l'État. Google est une société privée. Quelle est l'éthique de cette société privée? Quels sont les projets de cette société privée? L'un des projets de Google, clairement établi, et du groupe Alphabet, c'est l'immortalité. Mais en tout cas, on voit des gens tels que Google a mis sur pied Caligo, une filiale dont l'objectif est de dépasser le décès et le vieillissement. Ils ont investi des milliards de dollars, ça peut sembler la science-fiction, piqué, comme vous dites, mais il y a de plus en plus de gens sérieux qui en parlent et qui investissent des milliards de dollars là-dessus. Dans 40 ou 50 ans, ça ne va pas se produire, n'y croyez pas. Mais dans 1 ou 2 siècles, ça sera sûrement possible de prolonger la vie de manière indéfinie. Et vous dites que quand on va séquencer l'ADN d'un individu, plus l'intelligence artificielle, etc., on va connaître et prévoir son potentiel, ses risques de santé, on pourra prévenir, pas guérir, et on pourra dire très vite, celui-là, il va avoir telle maladie ou il va mourir à tel moment. Et c'est en route. Oui, c'est en route. Et c'est ce qui est à la base de ce passage de l'autorité vers les algorithmes. Actuellement, on demande un prêt à la banque et votre demande n'est plus traitée par un banquier. De plus en plus, elle est traitée par un algorithme qui en sait davantage sur vous et prend les décisions. Si la banque dit « non, pas de prêt pour vous », vous allez à la banque et vous leur demandez pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? La banque va dire l'algorithme a dit non et nous on a confiance dans l'algorithme. À court terme, je pense que si on n'a pas un sursaut maintenant, c'est fini, nous serons tous pieds et poings liés. Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont, de ne pas s'être battus pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister. C'est ma couleur déguisée en agneau par devant. Ils font tout par derrière.
Nous avons affaire à des tueurs, des gens qui vénèrent Satan, qui prennent plaisir de nos malheurs. Leur seule réponse à notre misère n'a aucun lien avec l'humain. Faut tout donner aux actionnaires, c'est leur vertige d'être malin. Nous sommes des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions de demain, si nous sommes des millions, pas les hommes dans la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. La seule chose qu'ils disent avoir construite s'appelle l'Union Européenne. Une nouvelle tour de Babel, projet de paix devenu peine. On doit s'unir face à ces traîtres pour sortir de leur piège. L'UE, on doit lui dire Frexit, la rue la mettre en état de siège. Par respect pour nos anciens, en première ligne de ce crime organisé. Soyons droits et fiers comme un Raoult, et allons récupérer notre destin. Éparpillés, nous sommes tous faibles, mais regroupés, nous devenons forts. Ensemble, nous serons invincibles. Ensemble, on fera payer leur crime. Nous sommes des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions de demain, si nous sommes des millions, pas les hommes dans la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Si nous sommes des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions de demain, si nous sommes des millions, pas les hommes dans la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Si nous sommes des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions de demain, si nous sommes des millions, pas les hommes dans la rue. Si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera. Des millions à vouloir tout changer. Si nous sommes des millions dès demain, si nous sommes des millions à descendre dans la rue, si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera.